L'invité de la matinale, c'est Geoffroy Didier, vice-président de la région Île-de-France en charge du logement et candidat à la primaire de la droite. Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour. Alors on vient de le voir, le gouvernement envisage de prolonger l'état d'urgence jusqu'à la fin de l'euro en juillet. Est-ce que c'est une mesure de bon sens selon vous? Je crois que nous n'avons pas le choix. Je regrette que nous entrions dans une période d'état d'urgence permanent. Je le regrette parce que, avant les attentats, nous n'avions pas, le gouvernement socialiste, n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires. Et puis je le regrette parce que je vois que on nous dit par exemple, on parlera j'imagine de Nuit debout, qu'on a le droit de manifester, qu'il y a des violences qui peuvent manifestement être commises au centre de la capitale, et puis de l'autre côté qu'il faut protéger nos concitoyens. Attention à ce message de confusion qui consiste à laisser faire des choses d'un côté et à afficher l'interdiction de l'autre. L'Euro 2016, c'est un contexte particulier, il va y avoir des milliers de personnes, des stades remplis. Bien sûr, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas prolonger l'état d'urgence. Je dis que attention à l'état d'urgence permanent qui finirait par banaliser cet état d'urgence. Je préfère que nous soyons vigilants dans les actes plutôt que dans l'affichage politique. Et je crains ici que le gouvernement de Manuel Valls, en réalité, soit dans l'affichage politique. Si nous joignons les actes à la parole, oui. Si en revanche, c'est uniquement pour dire l'état d'urgence devient permanent, mais qu'en réalité, on découvre qu'il y a beaucoup de failles dans le système au sein même de ce cadre de l'état d'urgence, là, à ce moment-là, nous ne pourrons pas le soutenir. Il faut rassurer les citoyens. C'est une mesure pour rassurer les citoyens. Il faut surtout assurer leur sécurité. Et je regrette que pendant des mois, le débat politique se soit englué dans cette question de la déchéance de nationalité. J'étais favorable. Que votre parti soutenait initialement. J'étais favorable à la déchéance de nationalité pour sa dimension symbolique. Parce que quelqu'un qui est français et qui trahit la France ne mérite plus de rester français. Mais ne nous l'aurons pas. La déchéance de nationalité ne dissuadera jamais un terroriste, un kamikaze, de se faire sauter avec une bombe. La réalité, c'est que depuis 20 ans, depuis 30 ans, nous n'avons pas eu le courage, gouvernement de droite et de gauche, d'assurer véritablement la tranquillité. Je suis favorable, dans le cadre de la primaire où je suis candidat, je suis favorable à ce que le cœur de l'État retrouve les moyens de son action et que nous augmentions considérablement les moyens de la police, les moyens de la gendarmerie, les moyens de l'armée, parce que le premier rôle d'un État... en 2016, depuis les attentats de 2015. Je regrette même que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, ces moyens aient été baissés. Donc, je vous le dis, moi je suis favorable à ce qu'on augmente considérablement les moyens de la police, de la sécurité, de la gendarmerie et de l'armée, parce que le premier rôle d'un État, c'est de garantir la tranquillité de nos concitoyens. On reparlera de votre programme à la primaire dans quelques instants. Mais juste avant, je vous propose de revenir sur la position de Pierre Gattaz. Le patron du MEDEF menace de suspendre les négociations chômage si la loi El Khomri n'était pas modifiée. Manuel Valls lui a répondu ce matin. Écoutez et vous réagissez juste après. Je regrette cette méthode qui consiste à poser des ultimatums. Prendre en otage la négociation de l'assurance chômage, c'est-à-dire sur le revenu de ceux qui ont perdu un emploi, c'est, je crois, honnêtement, ne pas être à la hauteur de la responsabilité en tant que partenaire social. Geoffroy Didier, Pierre Gattaz prend en otage la négociation sur l'assurance chômage, comme le dit le Premier ministre. Mais c'est surtout ce gouvernement qui utilise des méthodes qui sont absolument pas à la hauteur de la situation. Le dialogue social, c'est ça? Mais bien sûr, c'est-à-dire que j'étais favorable à la version 1 du projet de loi El Khomri, parce que je pense qu'il faut assouplir considérablement le marché du travail. Et que tout ce qui va dans le bon sens, même si ça vient d'une famille politique qui est celle à laquelle je suis habituellement opposé, mérite d'être soutenu. C'est la raison pour laquelle j'étais favorable au projet de loi Macron et que j'étais favorable à la version 1 du projet de loi El Khomri. Mais quel gâchis, encore une fois, parce que finalement, en disant que le débat était, en bloquant le débat dès le départ, dans un domaine où il y a besoin de confiance et de dialogue, eh bien François Hollande et Manuel Valls ont tout gâché. Donc ils ne viennent pas aujourd'hui se plaindre de la réaction de M. Gattaz, alors qu'en réalité, les fossoyeurs du projet de loi El Khomri, c'est le gouvernement lui-même. Il demande au gouvernement, à Pierre Gattaz, de renoncer au mandatement, au compte personnel d'activité, à la surtaxation des CDD. C'est impossible, le gouvernement n'acceptera jamais. Mais c'est ça le problème, c'est que le gouvernement n'écoute pas.
et qui n'est même pas conscient des réalités économiques. Mais pour une raison simple, c'est que ni François Hollande, ni Manuel Valls n'ont jamais travaillé ne serait-ce qu'une seule semaine de leur vie dans une entreprise privée. Comment voulez-vous que ça marche? Mais c'est ce que je dis s'applique aussi à beaucoup de gouvernements de droite, c'est que si vous n'êtes pas conscient des réalités économiques, si vous ne savez pas comment fonctionne de l'intérieur l'économie, comment voulez-vous donner des leçons d'économie? Le gouvernement à la a France trop entière? écouté les syndicats? Mais c'est une question, ils n'ont pas écouté la réalité, ils n'ont pas écouté tout court. Lorsque j'ai vu la semaine dernière François Hollande à la télévision face à une chef d'entreprise, elle lui disait « mais je veux embaucher, laissez-moi au moins embaucher un CDD et mon ambition est d'en faire un CDI ». Et puis lui, il disait « mais non, il y a des règles, il y a des syndicats, il y a des normes ». Mais ils ne se comprennent pas. François Hollande ne comprend plus, ne saisit plus la réalité des Français. Je dis plus, mais en réalité, je crains qu'il ne l'ait jamais saisi, jamais réalisé. Parce qu'encore une fois, les politiques qui ne connaissent pas les entreprises ne peuvent pas donner des leçons d'économie à la France entière. En 2016, ça ne marche plus. C'est la raison pour laquelle il faut des candidats à la société civile, des candidats. Moi, j'ai un métier. Vous êtes candidat à la l'exerce primaire, au quotidien. de la droite, je suis avocat et je suis conscient des réalités économiques. Mais ça change tout, je vous assure. Et ça changerait tout, par exemple, sur la loi El Khomri. Et ça aurait empêché l'entêtement qui est celui du gouvernement, à nous mener en réalité dans le mur, comme il le fait depuis 4 ans. Alors vous êtes candidat à la primaire de la droite, vous êtes 11 maintenant candidats, on peut les voir. Vous êtes candidat avec notamment Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, François Fillon, Jean-Frédéric Poisson, Nadine Morano, Bruno Le Maire, Hervé Mariton, Frédéric Lefebvre, vous, Jacques Millard et Jean-François Copé. Et puis il y a un candidat qui ne s'est pas encore déclaré, un potentiel candidat, il s'agit bien sûr de Nicolas Sarkozy. Cette primaire, c'est votre premier gros combat politique ? Le premier combat politique que j'ai mené, c'est celui de la droite forte que j'ai fondé il y a 4 ans, qui était une volonté d'affirmer haut et fort ses convictions. C'était pas facile. Qui soutenait le bilan de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, vous vous en détachez. Et qui était devenu le premier mouvement démocratique, militant de ma famille politique. Donc des combats politiques, en réalité, j'en ai déjà mené. Et surtout, ma candidature est le prolongement de la droite forte. Et le prolongement de cette soif de relève que j'entends sur le terrain depuis 4 ans, à travers les centaines de déplacements que j'ai effectués depuis quelques années. Est-ce que le prolongement de la droite forte, ça n'aurait pas été de soutenir Nicolas Sarkozy ? Eh bien, je crois que le prolongement de la droite forte, c'est de vouloir affirmer des convictions de droite, assumées, avec une identité très claire, mais en même temps pas sectaire. Comme je vous l'ai dit, je peux soutenir aussi des projets de loi, des idées qui viennent d'une autre famille politique que la mienne. Et puis c'est surtout prendre acte de cette colère qui gronde dans notre pays. Parce que nous sommes assis aujourd'hui sur une cocotte minute. Il y a un Français sur 2 qui ne va plus voter aux élections intermédiaires. Il y a beaucoup de jeunes qui sont tentés par l'aventure extrémiste de Madame Le Pen. Donc s'il n'y a pas aussi quelqu'un dans le débat public qui n'a jamais gouverné et donc jamais échoué et qui dise, écoutez, il faut une autre manière d'être et de faire. Il faut remettre au cœur de l'engagement public, des valeurs qui ont été totalement oubliées et délaissées dans l'action politique, comme l'écoute, comme le respect. Vous demandez le renouvellement de la classe politique. Mais ce n'est pas une question d'âge, parce qu'il n'y a pas de candidat trop vieux, donc d'ailleurs il ne doit pas y avoir de candidat trop jeune. C'est une question de pratique, c'est-à-dire des candidats avec des profils différents qui sont plus conscients des réalités économiques, issus de la société civile. Nicolas Sarkozy n'est pas conscient des réalités économiques, par exemple ? En tout cas, tous ceux qui ne travaillent pas avec les entreprises au quotidien, avec la sphère privée, ne peuvent pas véritablement saisir le ras-le-bol et la colère qui gronde dans notre pays, notamment chez les acteurs économiques, mais pas seulement. Il a été avocat, il vient lui aussi de la société privée, comme vous. Ma candidature n'est pas contre Nicolas Sarkozy. Vous pourriez le soutenir s'il se présente ? mais écoutez, je suis candidat moi-même. À quel candidat demandez-vous de soutenir un autre ? Donc, moi, j'estime qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'être un ancien président de la République, un ancien Premier ministre ou même un ancien ministre pour avoir le droit de porter ses convictions en France. Vous me dites effectivement qu'il y a 11 candidats. Tant mieux, parce qu'il n'y aurait que 3 ou 4 candidats. Eh bien, on nous expliquerait que le débat est totalement verrouillé. Donc en réalité, le fait qu'il y ait 11 candidats, ça ouvre le jeu, ça laisse aux Français le libre choix. C'est ce que les Français veulent. Et puis, si ceux qui nous avaient gouvernés depuis 20 ans avaient si bien réussi, eh bien, je ne serais pas là. À quel moment vous avez décidé d'être candidat justement à cette primaire ? C'est que Nicolas Sarkozy vous a déçu notamment ? Non, c'est pas une question. Encore une fois, ma candidature n'est pas contre Nicolas Sarkozy. Elle est adaptée à ce que j'entends sur le terrain depuis plusieurs années, c'est-à-dire cette colère qui gronde et qui appelle un véritable renouvellement de la classe politique et de ses pratiques. Et j'entends porter ce renouvellement
certes par mon profil, mais surtout par les idées. C'est-à-dire que je vous dis par exemple, je veux transmettre le respect. Je suis favorable à la scolarité obligatoire dès 3 ans pour qu'on transmette les fondamentaux, c'est-à-dire l'apprentissage de la langue et de la lecture. Et je suis pour que le mérite redevienne la seule boussole de toute politique publique. Et par exemple, je veux que les allocations, l'ensemble des allocations sociales, n'excèdent jamais 75% du SMIC pour que celui qui travaille soit toujours mieux rémunéré que celui qui ne travaille pas. Une autre personnalité de votre parti, les Républicains, veut lui aussi faire bouger les choses, c'est Henri Guénaud. Écoutez-le. La situation du monde, de l'Europe et de la France n'a jamais été aussi propice au gaullisme. Cette situation de crise, de drame dans lequel la question politique est posée. Moi, je prendrai mes responsabilités. Je réfléchis. On verra. Il faut aussi, quand on se lance dans ce genre de bataille, il faut que ce soit réaliste. Il faut qu'on ait le sentiment qu'on peut faire bouger les lignes. C'est pas juste ça doit pas être de l'agitation médiatique, simplement la volonté de passer à la télé parce qu'on est candidat aux primaires, et puis après, 3 petits tours et on s'en va. Non. Ouais. Alors Henri Guénaud, qui hésite à présenter également sa candidature à cette primaire, il parle d'agitation médiatique. Vous le prenez contre vous, cette critique? Non, pourquoi voudrez-vous que je... Vous êtes très présent dans les médias, vous intervenez souvent. Mais quand on est un responsable politique, si on ne répond pas à l'invitation des médias pour porter ses convictions, il ne faut pas être un responsable politique. Moi, je suis à la fois sur le terrain et en même temps dans les médias pour porter mes idées. Qui peut me le reprocher? Qui peut me reprocher aujourd'hui, dans le cadre d'une compétition interne, de vouloir porter mes convictions? Au nom de quoi devrais-je absolument être derrière l'un ou l'autre? Ont-ils si bien réussi, tous, qu'il faille absolument les conserver? Eh bien, j'estime plutôt sain et utile pour la primaire que dans le débat public s'invite une personne qui n'a jamais gouverné et qui a un autre regard, et effectivement un regard plus neuf. Vous n'êtes pas le candidat le plus capé, on l'a vu. Est-ce que vous pensez pouvoir obtenir les parrainages nécessaires à la validation de cette candidature? Je le crois vraiment, parce que les parlementaires, comme il en faut 20, oui, 2500 adhérents, 250 élus de 30 départements. Comme tous les élus locaux, ils mènent une campagne sobre, eux. Ils sont à l'écoute, sur le terrain, dans leur permanence. Ils ont bien compris qu'effectivement, il y avait une colère qui gronde dans ce pays parce que eux, ils captent ce qui se passe aujourd'hui. Donc effectivement, je n'aurai pas le luxueux QG comme d'autres candidats. Je ne ferai pas des meetings à plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais je crois que cette politique qui fait des shows et qui fait la comédie, c'est terminé. Les Français attendent de la proximité, de l'authenticité et un engagement véritablement sincère. Vous n'avez pas de réseau de parlementaires comme peuvent en avoir Alain Juppé, François Fillon. Ça va être compliqué de trouver 20 signatures de parlementaires? L'engagement public, il ne se fait pas au réseau. Il se fait à la sincérité de l'engagement. Le réseau est nécessaire, en tout cas, pour la validation de votre candidature. Et aux convictions que l'on porte. Et que lorsqu'on fédère autour d'un projet, ce n'est pas une question de réseau, c'est une question de rassemblement et de conviction. Nadine Morano, elle aussi candidate à cette primaire, critique l'organisation de la primaire. Elle trouve qu'elle n'est pas assez favorable aux petits candidats, entre guillemets. Écoutez-la. Si le ticket d'entrée à ce débat de la primaire devrait être réservé aux anciens présidents de la République ou aux anciens premiers ministres, il faut le dire. Bien, moi, j'ai cette crédibilité aussi ministérielle. J'ai été membre du gouvernement pendant plus de 4 ans. Je n'ai pas à être entaché des échecs d'anciens premiers ministres qui revendiquent aussi leurs échecs ou d'avoir reculé face à la rue. Je n'ai pas été condamné par la justice. J'estime que quand on veut être candidat à la fonction suprême, il y a des critères. Je me suis fixé les miens. Après, les Français choisiront. Geoffroy Didier, vous la trouvez trop favorable également, cette primaire, aux anciens présidents, premiers ministres, ministres, comme le dit Nadine Morano? La seule chose que je demande, c'est que chaque candidat respecte l'autre et qu'il n'y ait aucun mépris. Parce qu'encore une fois, si les grands candidats, ceux qui ont déjà dirigé la France, et ils sont plusieurs à avoir déjà dirigé la France, Nicolas Sarkozy, mais aussi François Fillon, Alain Juppé qui a été Premier ministre, Bruno Le Maire qui a été le directeur du cabinet de Matignon, donc il a dirigé la France. Vous avez travaillé au ministère de l'Intérieur pendant plusieurs années, vous étiez aussi aux commandes. De pilotage de l'État, mais je n'ai jamais été aux commandes, je n'ai jamais été aux manettes, je n'ai jamais été ministre, je n'ai jamais dirigé une administration. Et c'est peut-être ce qui fait aussi toute la différence, c'est que le fonctionnement de l'État, je le connais, mais je n'ai jamais été ministre, et donc j'ai forcément un regard neuf, différent. Et en même temps d'avoir un engagement public, je suis vice-président de la région Île-de-France, eh bien j'ai un engagement privé, je ne dépends pas du système politique parce que j'estime que les politiques vivent dans leur bulle, éloignée de la réalité. Merci. Geoffroy Didier. Les politiques nationaux, contrairement précisément à tous ces députés et à tous ces élus locaux. Merci Geoffroy Didier d'avoir été notre invité.